Désolé de vous le dire, hein, mais je n'y croyais pas du tout. Sinners. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Sinners raconte l'histoire de deux jumeaux gangsters lors des années 30 dans le sud des États-Unis. Ils sont de retour après un périple à Chicago. Ils ont l'ambition d'ouvrir un tout nouveau club de blues pour les personnes de leur ville natale, mais lorsque des créatures mythologiques vont venir perturber la fête, tout va changer. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez. Que ce soit États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà les grands films que sont Venom 3, Craven ou encore un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, vous allez déjà avoir Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou même encore A Real Pain. Et si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, connectez-vous à l'application officielle Paramount avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous allez avoir des films aussi comme Sonic 3 ou Better Man. De même pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max, peu importe avec quel compte vous vous connectez, pour avoir des films comme Flow, La guerre des héros y riment, L'amour au présent, Y2K qui n'a toujours pas de date sortie française, ou encore le très bon Queer. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous allez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille d'utiliser un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, et il y a encore plein de tutos sur comment le faire, ça fonctionne encore aujourd'hui évidemment, et ça permet de aussi accéder à plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, ceci sans aucun problème, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant de parler de Sinners, c'était juste pour vous dire qu'à partir de maintenant, tous les épisodes seront disponibles sur Spotify. Oui, toutes les critiques, toutes les vidéos actualités, tout ce que vous voulez, toutes les vidéos YouTube seront maintenant disponibles sur Spotify au même moment. Voilà, peut-être sur YouTube ça sortira quelques minutes en avance, mais grosso modo, tout sera dispo avec l'audio évidemment, mais surtout la vidéo. Et oui, vous pouvez regarder littéralement les vidéos sur Spotify pour ceux que ça intéresse. Pour parler de Sinners, je dois admettre que les bandes annonces m'avaient pas vraiment convaincu. J'ai pas aimé les bandes annonces, je les ai trouvées un peu nul et m'avait pas vraiment motivé à avoir hâte de voir le film. Et d'ailleurs, petite précision, je trouve maintenant, après avoir vu le film et revu les bandes annonces, que les bandes annonces spoilent trop, d'après moi. Les bandes annonces, d'ailleurs, sont traîtres et n'ont pas un vrai lien avec le film, d'après moi, parce que ça vend le film comme une sorte de film d'action contre des créatures. J'ai pas envie de spoiler c'est quoi les créatures pour ceux qui n'ont pas vu les bandes annonces ou quoi, mais grosso modo, voilà, c'est pas un film d'action, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas ça. Et elle spoil beaucoup de choses. Mais en tout cas, faut savoir que Ryan Coogler, moi, c'est un mec à la base que j'aime bien. J'ai aimé beaucoup de ses films. J'ai adoré Fruitvale Station, son premier film. J'ai trouvé Creed 1 mortel. J'ai trouvé Black Panther 1 vraiment cool pour un film Marvel. Black Panther 2, par contre, j'ai trouvé ça nul, et du coup, ça m'a complètement, enfin presque complètement, fait détester le cinéma de Coogler, ce qui est faux, parce qu'il a fait un mauvais film, d'après moi, mais c'est aussi la faute de Marvel. Et là, qu'ils reviennent avec un projet original, donc c'est son invention à lui, c'est pas une adaptation, c'est lui qui a créé cette œuvre, et c'est intéressant parce qu'il s'est inspiré de films comme The Thing, il s'est inspiré de Dusk Till Dawn, il y a un côté très Tarantino et Robert Rodriguez, je trouve, à ce film-là. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il possède la licence. C'est-à-dire que Warner, les distributeurs et producteurs du film, vont pas posséder la licence. C'est-à-dire que si le film marche bien, et j'en parlerai en spoiler, enfin surtout avant, en conclusion, de vous dire si je pense que le film mérite de bien marcher ou pas, mais surtout, si le film marche bien et ils veulent faire des suites, c'est Coogler qui décide. L'univers lui appartient. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je précise qu'il y a des scènes post-génériques, une au milieu et une tout à la fin. Celle au milieu est essentielle pour le récit, mais vous ne pouvez pas la rater, hein. C'est une scène qui continue au fur et à mesure du film pendant le générique. Celle à la fin est intéressante, pas obligatoire, mais elle est voilà, sympathique. Donc si le film a du succès, il y a moyen que plusieurs films dans l'univers de Sinners soient créés parce que c'est lui qui possède la licence et c'est lui qui va décider. Et il faut savoir que le film a un budget de 90 millions, donc pour que ce soit un succès, il faudrait qu'il aille taper au moins les 230, 240, je caricature un petit peu, mais ça serait un succès rentable à partir de là. Et ce qui est intéressant,
c'est que c'est le seul film de l'année filmé avec une caméra IMAX. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça va impacter comment vous allez voir le film. Pour faire simple, il a filmé le film avec deux formats. Une caméra IMAX pellicule 70 mm et une caméra Ultra Panavision 70. Et c'est le seul film de l'année à le faire. Et c'est surtout le seul film de l'histoire à avoir combiné les deux. L'IMAX pellicule 70 et l'Ultra Vision Panavision 70. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le prochain film à faire ça, juste l'IMAX pellicule, pas les deux, c'est l'Odyssée de Nolan. Pour vous dire, il y a grosso modo 1 ou 2 films par an qui filment de cette manière. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez du coup l'Ultra Panavision, je vais vous expliquer ici rapidement parce que c'est important par rapport à vos séances. En gros, l'Ultra Panavision, c'est du 2,76. Un scope classique de cinéma, c'est du 2,39. Qu'est-ce que ça veut dire? Du 2,39, en gros, ça serait moins large. Voilà, là, l'Ultra Panavision, c'est le format de Ben-Hur, par exemple. Il est bien plus large et vous voyez beaucoup plus de l'image comme ça en largeur. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans beaucoup de vos salles de cinéma, les salles classiques de cinéma, c'est-à-dire un format comme ça, et il est tout à fait possible que dans votre écran ou toile de cinéma, il y ait des bandes noires en haut, en bas, parce que les toiles de cinéma sont généralement prévues pour du 2,39. Là, c'est du 2,76, donc vous allez sûrement avoir ces barres en haut et en bas. Et c'est un format qui permet du coup de filmer beaucoup plus sur les côtés et d'avoir cette impression de film bien plus épique. Donc ça, c'est le format que vous allez voir dans tous vos cinémas. Cependant, le film a été tourné aussi en 1,43 en IMAX pellicule. Et ça, pour voir ce format-là, en pellicule, il n'y a que 10 cinémas dans le monde qui le font. C'est 9 cinémas aux USA et un cinéma à Londres, le BFI de Londres. Donc si vous voulez voir toute l'image, tout ça là, le 1,43, il faut aller voir dans une salle IMAX pellicule. Sauf si vous voulez voir le film en IMAX numérique. Alors attention, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez avoir l'intégralité de l'image, le 1,43, mais pas avec la qualité de la pellicule. Ce sera du numérique. C'est très bien aussi, vous allez prendre une claque, mais vous allez voir au moins toute l'image sans la qualité qui va avec, entre guillemets. Des salles IMAX 1,43, il y en a une en France, c'est à Montpellier, à l'Odysseum. Il y en a chez nos voisins belges, le Kinépolis de Bruxelles, qui a un très bel écran et bien plus grand que l'Odysseum. Donc si vous êtes du nord de la France, vous pouvez aller en Belgique, c'est très sympa. Et vous avez du coup le BFI de Londres qui est à côté, entre guillemets. Mais si vous allez voir une séance classique IMAX, vous n'allez pas voir le 1,43. J'ai fait une vidéo, je vais vous montrer juste après. Les salles classiques IMAX en France, c'est du 1,90. Donc vous allez voir jusque là, à peu près. Vous allez louper tout ça en haut et on va dire tout ça en bas. C'est une précision parce que du coup, le film sera fondamentalement différent en fonction de quelle salle vous choisissez. Je peux vous donner plein d'exemples. Regardez cette scène. Là, c'est une salle classique de cinéma. Vous allez voir ça. Donc moi, j'ai vu ça. Je l'ai vu dans une salle classique. Et en IMAX 1,43, vous allez voir ça. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Donc si vous devez choisir une salle de cinéma classique, vous n'avez pas le choix, vous allez voir ça. Mais si vous pouvez voir le film en 1,43, croyez-moi, je pense que ça vaut le coup vu la gueule du film. Et encore une fois, j'ai fait une grosse vidéo sur ce sujet-là pour ceux qui veulent plus de détails, mais c'était important pour vous, pour choisir vos séances, de vous rappeler comment tout ça fonctionne rapidement. Ces précisions sur l'image sont importantes parce que c'est vraiment important pour le film, parce que le film joue beaucoup sur son ambiance visuelle, c'est sa grande force. Le film va alterner entre moments religieux, d'horreur, surtout au début, qui m'a assez surpris en mode classique avec des jumpscares et tout, mais aussi le film de gangsters des années 30 dans le sud des USA, ambiance Louisiane, blues, et avec encore une fois ces éléments surnaturels, horrifiques. Donc c'est ce mélange-là qui est la force, d'après moi, du récit, c'est cette immersion. Le truc, c'est que c'est pas forcément, j'ai envie de vous dire, un film sur des personnages. C'est un film sur un peuple. Alors forcément, chaque personnage va représenter un arc narratif de ce peuple-là, mais le but du film, c'est de plonger dans une culture, une époque, une musique, un folklore, des superstitions et toutes ces choses-là. C'est ça qui est important. C'est pas un film d'action comme ça a été vendu. La majorité du film, c'est littéralement deux jumeaux qui organisent une soirée. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça qui est fort, c'est l'immersion dans cette banalité. Et banalité parce qu'on parle quand même de gangsters, mais pour le film, comparé aux créatures qui sont présentes, ça semble banal. Donc la majorité du film, c'est ça. C'est la banalité, le parallèle qui est fait avec les monstres, alors que c'est des gangsters encore une fois. Et c'est ça qui marche bien, c'est que par rapport à ces monstres-là, ils respectent les règles mythologiques intéressantes. Encore une fois, j'ai pas envie de spoiler c'est quoi comme créature, mais je veux dire, si vous regardez sa gueule, vous comprenez instantanément, mais encore une fois, dans le doute. Et ce qui est fort, c'est le build-up et le cloisonnement qui va avoir
avoir lieu. Je veux dire, le film, au début, c'est le recrutement de musiciens et autres, et plus tu avances dans le film, plus ça devient un huis clos, et c'est ça qui est intéressant, et la tension vient de là. Tu sais pas dans quelle direction va aller le film, l'œuvre de manière générale, et c'est une sorte du coup de western slow burn horrifique, donc ça prend vraiment son temps. Encore une fois, vous attendez pas à l'action, il y en a quasiment pas, et en même temps, bah, ça arrive à mélanger l'horreur, l'ambiance classique, on va dire presque cliché du western, l'ambiance mélancolique aussi, l'humour aussi, j'ai envie de vous dire, qui est bien géré, et c'est la découverte de ce personnage-là qui représente tous une partie des Noirs américains, parce que Coogler, il fait du cinéma majoritairement noir américain. Et j'ai trouvé les personnages vraiment réussis. Je trouve que chaque personnage a sa petite intrigue dont l'objectif n'est pas le développement, mais vraiment la reconstruction d'une époque, d'un peuple. Et ça qui est fort, c'est pas comment ils évoluent, mais leur réaction à ces nombreux événements. Et Michael B. Jordan est du coup le personnage principal. Il joue deux jumeaux. Et c'est invisible d'un point de vue technique, j'ai envie de vous dire. J'ai jamais vu ça dans un film. Ça a toujours été bien fait ces dernières années. Mais là, surtout quand le sort de Mickey 17 où c'était bien fait, là, les interactions qu'ils ont, la manière dont ils se parlent, tous ces petits trucs-là, c'est hyper impressionnant, et la manière dont ils jouent ces deux personnages-là, ils sont similaires, mais avec quelques petites différences, que ce soit évidemment leurs vêtements pour les reconnaître, mais aussi un symbolisme par rapport à la couleur des chapeaux, par exemple, je ne vais pas en dire plus ici, mais il y a un vrai charisme qui se dégage des deux personnages. Tu arrives à les repérer, tu sais qui ils sont à chaque fois, parce qu'ils ont ces petites tics, cette petite physicalité qui fait que c'est instantané, t'y crois à fond, c'est génial, et ils ont fait tout un travail évidemment de doublure et de choses comme ça, mais aussi d'effets spéciaux avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Halo, d'après Ryan Coogler et Michael B. Jordan. Ils ont annoncé ça il y a un jour ou 2 jours, je sais même plus, j'ai pas trouvé d'informations, c'est tout nouveau. En gros, ils tournaient les mêmes scènes une fois avec Michael B. Jordan dans le rôle d'un jumeau, ensuite la même scène avec la caméra qui bouge pas dans le rôle d'un autre jumeau, et ensuite ils retournaient encore une fois la même scène avec des caméras sur la gueule du coup de Michael B. Jordan pour, si jamais il y avait des problèmes ou autres, pour calibrer, remettre le visage de manière numérique parfaitement sur l'un des deux jumeaux en fonction des nécessités. Donc c'était vraiment impressionnant d'un point de vue technique, et je trouve que Michael B. Jordan porte bien le film, même si d'après moi, celui qui vole un peu le show, c'est cet acteur-là qui s'appelle du coup Miles Catton, qui a une voix incroyable, qui chante hyper bien. D'ailleurs, il a appris apparemment à faire de la guitare pour le rôle, mais c'est un nouvel acteur. C'est ça, son premier film, sa première grande œuvre. Vous savez, dans les films, lorsqu'il y a un nouvel acteur qui n'a jamais joué dans rien avant, il y a marqué Introducing lorsqu'il y a le générique. Il a été introduit ici, il est génial, il vole le show. Pour moi, il va avoir une grande carrière dans le cinéma parce qu'il était tellement impressionnant. Son aspect musical de une qui est crucial à l'œuvre, j'en parle dans quelques secondes. Et en même temps, son acting, sa présence, sa voix, tout ça. Il y a une vraie innocence qui se dégage de lui, un vrai traumatisme aussi. J'ai trouvé ça assez fort, mais tous les acteurs sont assez géniaux. Il y a une vraie réussite, je pense, du casting et la manière dont Coogler a géré les acteurs, que ce soit Jack O'Connell qui joue donc voilà, la créature mythologique, le leader de ces créatures-là, qui est vraiment réussi, il inquiète, en même temps il est réconfortant, j'en parlerai surtout en spoiler. Delroy Lindo qui lui est plutôt dans le côté comique et il représente un peu ces personnes plus âgées noires américaines, mais c'est aussi le comic relief, et l'humour est bien géré, hein. Pour le coup, vous inquiétez pas, il n'y a pas de grande scène, on va dire choquante en termes d'humour qui désamorce le drame. Il y a peut-être une scène à un moment où tu dis ok, là c'est de l'humour, au final c'est un drame, vous savez de laquelle je parle pour ceux qui ont vu le film, mais c'est réussi. Hailey Steinfeld, c'est intéressant parce qu'au début tu regardes les bandes annonces, tu dis ok, c'est elle. Michael B. Jordan, c'est, on va dire, les deux acteurs principaux. C'est pas vraiment le cas, c'est pas du tout son film, j'ai envie de vous dire. Elle est présente, elle est bien, mais c'est pas du tout elle qui vole le show, c'est pas du tout elle qui a le plus de prestance à l'image. Elle a un rôle particulier, j'en parlerai en spoiler par rapport à ce qu'elle représente, mais elle est complètement éclipsée, je trouve, par Winnie Mosaku, qui, elle, est bien plus présente et bien plus intéressante dans ce qu'elle représente par rapport à ce mysticisme, par rapport à ses superstitions et par rapport aux personnages principaux majoritairement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous une super alchimie. Franchement, t'y crois, tu sens qu'ils se connaissent depuis longtemps, tu sens que c'est presque une famille un peu névrosée qui est là, et tu sens leurs racines dans ce monde. C'est ça qui est génial, et surtout dans leurs interactions, leur alchimie, leur dialogue, c'est naturel, il y a un vrai flow des conversations. C'était vachement bien de ce point de vue-là, j'étais assez impressionné parce que du coup, le film va parler de choses vraiment sérieuses par rapport à ce personnage-là, que ce soit par exemple le racisme, on va parler d'immigration, d'esclavage, de discrimination. Je ne vais pas trop en révéler sur les thématiques parce que je vais garder ça pour la partie spoiler, sinon ça vous révélerait trop du film. Mais il y a aussi un apport qui est hyper intéressant à la culture, je trouve, à l'uniformisation de l'art de manière générale, de la culture, des racines, de l'héritage forcément qui est crucial à l'œuvre, à la religion. Je veux dire, le film s'appelle Sinners, les péchés, les pécheurs. Donc il y a un truc par rapport au péché, à la musique, à la tentation du diable, aux choses qu'il ne faut pas faire, à la
luxure, évidemment, le sexe, c'est un film très sensuel. Mais bon, quand vous connaissez les créatures en question de l'œuvre, vous savez que ça allait être un peu sexuel, forcément, parce que les créatures sont de base dans la mythologie extrêmement sexuelles. Donc c'est ça qui est fort, c'est cet hommage à un peuple, cet hommage à une époque, tout en rajoutant cette dose de surnaturel. Donc c'est ça qui est bien, ça mélange le surnaturel, l'horrifique et un peu d'action entre guillemets, en même temps de vraies thématiques sérieuses, profondes, qui sont d'après moi vraiment réussies. Et je trouve que Ryan Coogler, il a vraiment réalisé ici son meilleur film. Alors ça, c'est une séquence intéressante parce qu'elle représente vraiment ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que la reconstruction de l'époque est dingue, pour le coup, que ce soit les voitures, que ce soit les vêtements que vous voyez sur les différents personnages, que ce soit les décors qui sont à chaque fois très vivants, tous remplis. En fait, il y a beaucoup de figurants, du coup, tu as vraiment l'impression d'être dans une ville. Et ce qui est bien, c'est qu'il va utiliser des plans séquences à chaque fois pour nous faire plonger dans ce monde-là, nous faire balader dans ces différents environnements. Là, c'est vraiment une scène où il y a genre 2 plans séquences et ça te permet d'aller d'un endroit à un autre et du coup, tu apprends à la vie de tous ces gens-là, tu t'apprends la vie de ces personnages, qu'ils sont des figurants, tu vois comment cette ville existe, comment ils interagissent et c'est assez fort et surtout que ça utilise ce plan séquence de la même manière lorsqu'ils sont dans ce fameux huis clos vers la moitié du film, cette fameuse soirée, parce que du coup, tu dois te repérer dans ce bâtiment parce que c'est important de savoir d'où peuvent venir les créatures et ces choses-là. Donc le fait de jouer sur plan séquence et la manière dont il est intégré au fur et à mesure d'un point de vue de l'immersion de une dans le monde et en même temps en tant qu'outil de tension, de stress, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça aide dans les enjeux, dans l'angoisse par rapport à certaines séquences et en même temps, ça te fait sourire, ça t'immerge dans un monde qui n'existe plus depuis 100 ans entre guillemets. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et la grande réussite. C'est pas un film plan séquence, mais il y en a quand même pas mal et je trouve qu'il y a une vraie composition des cadres qui est bien. Le format est parfait pour ça, c'est-à-dire que tu as l'impression de voir un grand film épique avec ce ultra Panavision 70 parce que c'est très large, c'est très grand, ça tombe encore une fois dans les clichés du western comme ce fameux plan que vous voyez dans tous les westerns avec le train qui arrive, mais ça joue sur ça, ça joue sur ces clichés, ça joue sur cette ambiance et c'est ça qui est fort, c'est la manière dont il a composé ses cadres d'un point de vue du gigantisme presque et en même temps de l'intime qui ressort beaucoup. Du coup, les moments intimes lorsqu'ils sont vraiment proches des personnages, ils sont bien parce qu'ils sont mis en parallèle avec ces moments très larges avec des trains qui arrivent et parfois ce train qui arrive est moins impactant émotionnellement que juste un baiser par exemple. Donc il y a des grands moments comme ça et je trouve que c'est une fable qui est intéressante parce qu'elle change drastiquement de couleur d'un point de vue thématique, forcément par rapport à ce que l'œuvre raconte, mais en même temps d'un point de vue technique. Je veux dire, au début, c'est une journée ensoleillée qui est belle et ça passe progressivement à l'orange. Ça avance vers le bleu. Ensuite, ça va dans plein de directions différentes pour des raisons thématiques, des raisons logiques et il y a une vraie progression aussi des objets qui illuminent. Genre ce plan, il y a la lumière de la lune, en même temps la lumière là-bas, vous voyez une fameuse créature. Ils arrivent à gérer ça de manière assez intelligente. Il y a quelques moments qui font un peu, je trouve, studio. Il y a des moments en voiture dans des champs de coton qui sont pas terribles, je trouve, parce qu'on on voit un peu le flou et tout, c'est pas incroyable. Mais en tout cas, il y aura toujours beaucoup de symbolisme religieux qui est assez intéressant. Il joue beaucoup sur ça, que sur le serpent. Le serpent dans la Bible et dans toutes les religions, c'est une figure importante liée au diable, évidemment. Et en même temps, il y aura des croix brûlées qui font penser au Ku Klux Klan. C'est vraiment pensé pour le coup et c'est assez bien fait. Et chaque personnage, sans trop en révéler, va représenter un péché capital, que ce soit la luxure, que ce soit l'avarice et des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Et en même temps, je suis un peu déçu par les scènes d'action qui sont, d'après moi, pas très bien filmées. On se perd un peu dans la géographie, ce qui est un peu dommage parce que tu as passé tout un moment dans ton huis clos à la fin au milieu du film, à te mettre en place justement le décor. Et quand la tension explose, je trouve qu'on se perd un petit peu dans la géographie. Je trouve que c'est un peu trop cuté. C'est un mec qui a fait Creed quand même et qui a fait Black Panther. Les scènes d'action étaient, je trouve, mieux réussies dans ces films-là qu'ici. Un peu déçu par rapport à ça. C'est pas un drame parce que je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de scènes d'action, il y en a très très peu. Mais lorsqu'il y en a, c'est pas terrible, je trouve. Et le climax, d'après moi, va diviser. Pour le coup, le climax va énerver beaucoup de personnes parce qu'il y a, d'après beaucoup de personnes, je pense, des facilités. Moi, j'en parlerai en spoiler, mais moi aussi, je suis un peu mitigé sur certaines choses du climax qui déçoivent un petit peu. Et il y a des trucs un peu dommage, je trouve, c'est-à-dire qu'il y aura plein de il y aura quelques flashbacks qui vont faciliter, on va dire, la compréhension pour le spectateur, et le film te tient un peu par la main, c'est-à-dire qu'il va te répéter à haute voix certaines choses que tu as vues, toi, il y a quelques minutes dans le film, tu dis, on n'a pas besoin de ça. Donc oui, le film est un peu, visé pour, pas des enfants, parce que ça reste un film adulte et tout, mais pour des rappels constants, comme si tu le regardais à la maison sur Max, plutôt qu'au cinéma, donc un peu déçu par ça aussi, mais en tout cas, des choses qui sont assez extraordinaires. Alors évidemment, il y a un côté très musical à l'œuvre, mais il y a surtout des choses par rapport au son. Ce qui est bien, c'est que tu vas entendre des choses. Je vais vous donner un exemple. En gros, il y a un personnage qui va raconter une histoire et au lieu d'avoir un flashback de cette histoire-là, tu auras juste les sons de la scène. Donc, il y aura une sorte de dispute dans ces discussions
discussions de flashback, et en même temps, tu entends les sons, la bagarre, et ça crée une immersion assez folle. Mais ce qui est important, c'est la musique. Alors, c'est Ludwig Göransson qui donc fait la musique. Encore une fois, il avait travaillé avec Ryan Coogler sur Creed, pardon, pas sur Creed, mais sur Black Panther, où il a gagné un Oscar. Ensuite, il a travaillé avec Nolan sur Oppenheimer, où il a gagné un Oscar aussi. Et là, il fait une composition incroyable. Honnêtement, la BO, je vais l'écouter direct. J'ai pas eu le temps de l'écouter pour l'instant, mais je vais l'écouter parce qu'elle est monstrueuse. Il y a des thèmes qui ressortent, des leitmotifs. Il y a une ambiance musicale qu'on ne connaît pas vraiment, qui est rare au cinéma, surtout de grands spectacles comme ça. Donc la musique est absolument géniale. Et surtout que cette musique d'époque, ce blues, j'ai envie de vous dire, mélange parfois avec une musique moderne, ce que veut raconter l'œuvre. Je trouve ça vraiment fort et passionnant et intéressant. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des séquences de folie par rapport à la musique, dont celle-ci. Et c'est le cœur du récit d'un point de vue des personnages, d'un point de vue de l'histoire et surtout des thématiques. Pour conclure, Sinners, c'est peut-être la première grande surprise du cinéma américain cette année, en tout cas de grands spectacles, mais pour l'instant, je pense que c'est l'un des meilleurs films de l'année. Cinéma américain, encore une fois, j'ai beaucoup aimé Black Dog aussi cette année, mais visuellement, je pense que c'est assez impressionnant, auditivement aussi, musicalement, tout est réussi du point de vue technique, je pense. Quelques lacunes peut-être dans la mise en scène dans certaines séquences, mais grosso modo, c'est un film qui est magnifique, qui va t'immerger avec une vraie émotion qu'on ressent, et je doute sur l'efficacité de certaines séquences et certains raccourcis scénaristiques, mais grosso modo, c'est super bien rythmé durant les 2h13. J'ai pas vu le temps passer, pour le coup, j'étais dedans tout le long, et à la fin, j'étais surpris que c'était déjà la fin. D'ailleurs, je trouve que la fin, genre le climax, arrive un peu vite même. J'aurais pas dit non à 10-12 minutes supplémentaires pour un peu plus créer de la tension, du stress. J'étais étonné de la vitesse du film en termes de rythme. Vous allez vous en rappeler, je pense que c'est assez évident. C'est un film qui donne envie d'en voir plus. Ça suffit hein, si ça s'arrête là parce que c'est une histoire qui est conclue clairement. J'espère du succès parce qu'il le mérite. Pour une fois que tu as une histoire originale d'un auteur qui a raconté ici avec du budget en plus, donc ils ont fait confiance à un auteur, lui donner beaucoup d'argent. Il faut que le film fonctionne et surtout que c'est un vrai bon film. C'est ça qui est bien. Sûrement l'un des meilleurs de l'année pour l'instant. Vous allez vous en rappeler. J'ai envie de le revoir, mais j'ai envie de faire le déplacement vers une séance IMAX. C'était limite aller à Londres, le voir en pellicule ou même à Bruxelles parce que je pense qu'en format IMAX, la claque que ça doit être. Genre le format classique cinéma est très bien, mais honnêtement, si vous pouvez le voir en IMAX, ça doit être une dinguerie. Donc ouais, Sinners, c'est vachement bien. J'avais des a priori, les bandes annonces m'ont pas motivé et tout, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est mortel, ça vaut le détour, vous allez sûrement adorer, donc je ne peux que vous le conseiller. Et maintenant, on va passer en spoiler. Pas d'image pour vous le montrer, mais j'ai beaucoup aimé évidemment le début du film qui est en animation. On dirait un conte de fées qui est raconté ici, mais l'animation, t'as l'impression, est le respect de la culture de l'Amérique du Sud et des Noirs américains de l'époque. Et ça ouvre comme une sorte de bouquin, presque comme une fable qui va être racontée. Et j'aime beaucoup le début parce qu'en réalité, tu sais que c'est des vampires. T'as vu le bande-annonce, ça a été dit, si tu suis l'actualité cinéma, même moi je l'ai dit dans mes vidéos actualité, il y a des mois, voire des années quand ça a été annoncé. Mais si tu sais pas que c'est des vampires, tu sais pas vraiment ce que ce mec-là a vécu. Tu vois des flashs de mecs qui le griffent et des choses comme ça, et tu te demandes vraiment s'il a fait un massacre à l'église, s'il est contaminé. Tu sais pas vraiment à ce stade-là, en théorie, si tu te concentres que sur le film, si c'est des vampires ou pas, est-ce qu'il va brûler dans le soleil. Tu connais pas les règles du monde. Du coup, ça crée une sorte de tension, de stress au début où ce mec-là, il arrive, il voit son père, est-ce qu'il va le tuer, est-ce qu'il y aura ce patricide, tu sais pas dans quelle direction ça va aller, et ça te pose beaucoup de questions, et j'ai bien aimé ça. Et j'étais un peu surpris que le film commence en mode horreur comme ça, avec ses flashs en mode jumpscare, mais je me suis dit ok, c'est intéressant, ça va peut-être me saouler, mais après l'œuvre change complètement, ça devient une sorte de slow burn où tu découvres ces différents endroits, ces différents personnages. Alors Sammy, l'acteur encore une fois, te laisse bouche bée, t'es comme Michael B. Jordan, vous savez, dans la voiture quand il commence à chanter, t'es en mode incroyable, il y a cet amour du blues et t'as ce truc où t'as l'impression qu'il est choisi des dieux, on en parle après, et il y a cette vibe très optimiste de sa part. C'est un mec qui voit la vie, qui a envie de la vivre et il y croit. C'est ça qui est intéressant. Et il y aura du coup tout ce parler avec du coup Delroy Lino qui lui est le comic relief, mais c'est en même temps une version plus âgée de Sammy. C'est-à-dire que si Sammy reste là toute sa vie, il va peut-être devenir alcoolique, il va peut-être devenir voilà, ce chanteur de blues un peu délaissé sur le carreau qui veut pas sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ça parle de cette culture noire américaine, des belles choses, le blues, et en même temps ça critique des comportements, ça critique un système qui a été mis en place de ségrégation qui fait que ces gens-là deviennent alcooliques malheureusement. Donc il y a des choses comme ça qui sont pas mal. Pareil pour tout ce qui concerne le personnage de Winnie Mosako qui est donc elle superstitieuse, croit en la magie, mais ce qui est fort c'est qu'en fait elle est chagrinée. Elle a perdu un enfant, l'enfant avec l'un des deux jumeaux, et c'est ça qui est fort, triste, et c'est ça qui
tu la comprends un petit peu, c'est-à-dire que tu sais pourquoi elle croit en tout ça, parce qu'elle a perdu quelqu'un, et les chagriner peut-être cette magie-là, entre guillemets, le fait de croire dans le folklore, ça l'aide, et des choses comme ça, donc j'ai beaucoup aimé ça. Le truc, c'est que moi, Hailey Steinfeld, j'étais un peu étonné parce que tu dis, ok, tu vois la bande-annonce, c'est une vampire depuis le début, mais pas du tout. C'est une femme qui a été donc trahie par l'un des jumeaux, qui a vécu aussi un chagrin. Vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des gens dans leur vie dans cette œuvre-là. Le père des jumeaux, elle, sa mère, l'enfant, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais elle est beaucoup moins présente que ce que je pensais, et c'est pas du tout le rôle principal de l'œuvre. Et peut-être j'aurais aimé que la bande-annonce spoile pas que c'est une vampire. T'as l'impression d'après les BA que c'est elle la leader des vampires alors que c'est pas du tout le cas. Un peu déçu par rapport à ça parce que du coup il y a zéro tension quand elle est là. Tu sais qu'elle va se faire bouffer, tu sais qu'elle va y passer, donc peut-être c'est un peu dommage, mais il y a plein de choses que j'ai adoré. Hein. Encore une fois, le plan séquence dans le village, vous savez, en mode, enfin village, peut-être ville, en mode les 7 samouraïs, mais ils recrutent pas des gens pour aller à la guerre, ils recrutent des gens pour aller faire de la musique. Et j'aime bien cet apport là où il va voir plusieurs personnes différentes. Tiens, j'ai besoin de toi, toi aussi, viens, on va faire de la musique. Et je trouve ça assez génial et ça fait une sorte de switch sur les 7 samouraïs où c'est pas des soldats mais juste des musiciens et des gens qui veulent vivre pour ce fameux club qui veulent ouvrir. Mais ce qui est bien, c'est que tu oublies qu'il y a des vampires. Je vous jure, pendant tout le film, tu te dis, ok, là, c'est cette situation, il veut lancer son club et tout, tu sais pas ce qui se passe, c'est des gangsters, des choses comme ça, tu sais pas dans quelle direction ça va aller. Est-ce qu'il y aura des racistes, du Ku Klux Klan, parce que le Ku Klux Klan apparaît souvent. Mais ce qui est fort, c'est que du coup, le film te rappelle un peu ces rappels horrifiques, avec cette belle scène aussi, je trouve, où il y a les Premières Nations, du coup, ces Amérindiens, qui arrivent et qui sont, eux, dans les films, vous savez, le cliché des gens qui sont spirituels, qui s'y connaissent, le folklore. Et t'as l'impression qu'ils connaissent les vampires, mais ils vont pas risquer leur vie pour. Ils sont en mode, non, non, attendez, là, il va faire nuit, le vampire va gagner ses pouvoirs, c'est mort, on reste pas là. Donc c'est intéressant, ces rappels horrifiques, de vraies menaces, de moments qui sont flippants, et tu connais pas ces vampires, tu sais pas ce qu'ils donnent réellement, et c'est ça qui crée du danger et qui est d'après moi assez intéressant. Mais les enjeux sont vraiment forts parce que plus tu avances dans l'œuvre, plus tu comprends un peu qui sont ces personnages-là, d'où ils viennent. Donc tu sais qu'à Chicago, ça se passait mal entre les Irlandais et les Italiens, ils en ont profité. Du coup, il y a cette tension par rapport à eux qui vont se faire tuer par les Irlandais et Italiens lorsqu'ils vont apprendre. Ils ont plus de thunes, pour le coup, ce qui est vraiment problématique pour eux, et en même temps, tu vois qu'ils sont névrosés par rapport à ça. Ils ont grandi dans la violence, le père les battait, des choses comme ça. Ils n'ont pas confiance dans les gens de leur ville, tu vois, les locaux, parce qu'ils sont pauvres, ils ont besoin de faire de l'argent, tu vois ils vont être fauchés, ils réfléchissent à avoir des plantations, même limite des plantations de noirs apparemment. Tu vois qu'en fait, l'avarice, la violence les perturbent et font d'eux de moins bonnes personnes. Et c'est là que viennent la majorité des conflits entre les personnages. Et c'est ça qui est fort. Mais en même temps, bah, le film te met ces enjeux-là et te dit, attends, on a d'autres choses à raconter. Cette fameuse scène en musique qui était grandiose. Ce qui est fort, c'est qu'il a assumé le côté fantastique, presque prophétique de la musique comme une sorte de guide spirituel. C'est une grande séquence, alors du plan séquence qui est génial évidemment, qui va de lui qui commence à chanter, mais t'as l'impression que sa musique résonne à travers les âges, le passé, le futur et évidemment le présent, et du coup ça t'explique bah, tout le film en un plan. T'as cet aspect à la culture, à l'héritage, à la musique qui guide, en même temps les péchés parce que c'est une séquence un peu particulière, et en même temps le bâtiment qui brûle, parce que comme vous savez le Ku Klux Klan qui brûle, on va dire des croix, il y a plein d'édifices qui brûlent, ou plein de parties de l'édifice en tout cas qui brûlent, et il y a une vraie maîtrise d'après moi, assez folle, assez émouvante, c'est clairement la meilleure séquence du film, parce que ça transpire de une, l'amour pour la communauté, en même temps l'amour pour la musique, et ce que ça fait d'être noir américain à l'époque et peut-être même encore aujourd'hui dans les États-Unis et surtout dans le sud des États-Unis, et en même temps bah ça attire les vampires, c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez compris, chaque personnage représente un péché capital. Et ce qui est intéressant avec les vampires, c'est que les vampires enlèvent ces fameux péchés, en théorie. Que ce soit l'alcoolisme, la fierté, l'ego, la luxure, la tentation, la tromperie, l'avarice, la violence, tous ces personnages-là ont des vrais péchés. Et les vampires arrivent là comme des créatures qui enlèvent les péchés, qui purifient du coup les gens, qui tuent, mais enlèvent les émotions négatives. Le chagrin, la peur de l'avenir. Et c'est ça qui est fort avec les vampires, d'après moi, dans ce film-là, c'est qu'ils interviennent de manière positive. Ils sont accueillants, ils chantent, ils sont heureux, presque l'impression. Ils n'ont aucun problème dans leur vie. Et c'est ça la thématique intéressante, c'est la manière dont ils veulent purifier le monde. Du coup, ils vont manipuler les gens, ils vont essayer de les convaincre. Viens avec nous, regarde, tes douleurs, tes problèmes, tes péchés, les choses qui te font du mal, on va les effacer, on va te rendre heureux. Et il négocie avec les gens, parce que la négociation, c'est un truc qui intervient beaucoup dans cette communauté. Et il négocie. Viens, tu souffres,
viens avec nous, tu seras heureux, tu vas vivre éternellement, ça sera bien. C'est ça qui est fort, c'est qu'il joue sur ça, et en même temps, bah, ce qui est intéressant, c'est que ça joue sur le mythe du vampire, parce que tu sais pas c'est quoi les règles. Vous savez, chaque film de vampire a des règles différentes, plus ou moins. Donc, tu sais pas s'ils brûlent au soleil, mais tu vois qu'ils le brûlent assez rapidement. Tu sais pas s'ils peuvent rentrer dans les bâtiments comme ils veulent, ils peuvent pas, ce qui est assez intéressant. Ils ont les griffes, ils ont les dents évidemment, ils ont le côté immortel. Voilà, c'est intéressant de savoir comment tu découvres ces vampires, le côté de contamination comme une maladie, la vitesse à laquelle ça arrive. Est-ce que quand t'es mordu, bah faut attendre des jours, ou est-ce que ça prend quelques minutes? On a vu que ça prend quelques minutes. Donc il y a plein de choses comme ça qui utilisent le mythe du vampire de manière intelligente, tout en racontant l'histoire que Ryan Coogler veut raconter par rapport à des thématiques sérieuses que je vais évoquer dans quelques secondes. Mais ça donne l'une des scènes aussi les plus intéressantes et folles. C'est cette fameuse danse macabre irlandaise, qui pose plein de questions sur le coup, le fait que ce soit une danse irlandaise, j'en parle encore une fois après, mais juste sur le point de vue de la mise en scène, de l'ambiance. T'es pas censé aimer ce moment-là, mais c'est quand même des gens qui célèbrent, qui sont heureux, qui sont en lien, en communauté, et en fait, on voit ici une communauté qui est liée. Contrairement à la communauté qui était dans le club, qui était déjà un peu divisée. Tu vois que ça allait pas bien. Là, ils sont tous liés, ils sont tous heureux, mais c'est macabre. Ils sont en sang. Tu sens que c'est pas la chose positive dans l'œuvre. Alors pourquoi elle est montrée de manière positive? Presque. Je vais en parler après. Mais j'ai envie de parler un peu du climax qui va énerver beaucoup de personnes. En fait, il y a plusieurs choses que j'aime bien. La surprise du mec qui s'est endormi dans du vin, on pense que c'est du sang. Oui, c'est une facilité, mais pour l'œuvre, ça crée une tension et ça montre un peu l'erreur que font ces gens-là de jeter les uns les autres dès qu'il y a un doute. Tu vois, ils auraient pu regarder, réfléchir. Non, ils se jettent comme ça. Voilà, comme c'est tant pis, t'étais dans le sang. Pas du tout. Et ça crée une scène à la fois un peu drôle et en même temps assez tragique, mine de rien. Mais c'est surtout là que les gens vont gueuler. C'est donc cette fameuse femme qui décide d'inviter les vampires à l'intérieur. Les gens vont gueuler, ouais, comment ça se fait, pourquoi et tout. C'est le but de l'œuvre. Le but de l'œuvre, c'est que ces vampires-là, quoi qu'il arrive, ils vont réussir à rentrer dans ta tête, ils vont réussir à te manipuler et ils vont arriver à gagner. Et c'est tombé sur elle qui voulait protéger sa fille, qui vient de perdre son mari, il était un peu dans le déni. Donc oui, c'est frustrant en tant que spectateur, mais c'est le but du récit. C'est le but de l'œuvre de te montrer ces personnages-là qui vont craquer parce que c'est ce que font les vampires. Et c'est ça qui est intéressant d'après moi. Maintenant, j'ai un peu des doutes sur le fait qu'il y ait beaucoup de vampires dans la scène. Genre, regardez, ça, c'est avant qu'ils rentrent dans le bâtiment. Il y a une vingtaine, trentaine de vampires. Pourtant, à l'intérieur du bâtiment, ils sont quoi? 5, 6, 7 personnes qui doivent lutter contre les vampires là. Du coup, ça c'est un peu expliqué par le fait que c'est un peu une ruche. Donc en gros, lorsqu'un vampire est attaqué, lorsqu'un vampire souffre, tous les vampires souffrent. Donc faire du mal à un vampire fait du mal à tous les vampires, j'ai l'impression. Si j'ai bien compris. Ou alors peut-être ça fait du mal que si tu fais du mal au leader, donc celui qui a transformé les gens en vampires. Peut-être ça fait du mal à tous les vampires transformés par lui. Je suis pas sûr parce que vous savez à la fin il y a une scène où justement le leader se prend la guitare en fer, enfin pas en fer, c'est du coup pas en acier, c'est en argent, c'est ça. Voilà, je cherchais le mot, c'est silver en anglais. Donc je sais pas s'ils sont tous liés, peu importe qui prend des dégâts ou juste celui qui a contaminé, du coup qui contamine les autres aussi par la douleur. Mais en tout cas c'était un peu simple, je trouve, d'avoir cette séquence là où tu dis ok ils sont pas beaucoup à l'intérieur, ils sont quand même mordus, et il y en a qui se font mordre et tu dis mais attends, je connaissais tout le monde à l'intérieur, du coup c'est qui se font mordre? Je veux dire, les vampires utilisent même pas assez leur pouvoir, pour le coup ça je suis assez d'accord, genre ils peuvent voler et faire des trucs comme ça, jamais utilisé dans le combat. Par contre, eux se font mordre et tu dis attends, qui s'est fait mordre? T'arrives pas à suivre, c'est un peu étrange, un peu particulier. Ça m'a fait penser un peu à Shaun of the Dead, pour ceux qui ont vu le film, c'était un peu rigolo. Bon, pour moi, c'est la scène la moins réussie du film, entre les facilités entre guillemets, les moments de mise en scène qui sont pas terribles. Mais en tout cas, ce qui est bien trouvé, c'est la scène avec l'argent, pour le coup, qui est vraiment réussi parce que tu sens qu'il va se faire mordre, mais l'argent le repousse et c'est encore une fois la manière dont utilise le mythe pour te sortir une sorte de mini twist sur le fait que ah tiens, ils sont aussi du coup effrayés par l'argent et ils jouent par rapport à ça. Et forcément, tu as le parallèle entre les deux personnages, les deux jumeaux qui sont très proches mais différents à la fois, et là ils doivent s'affronter. Du coup, c'est l'affrontement de leurs deux personnalités parce qu'ils sont quand même différents et pas d'accord sur beaucoup de choses. En même temps, l'affrontement thématique de ce qu'ils représentent, qui ils sont, ce qui est assez touchant, assez fort de ces deux jumeaux qui doivent se dire au revoir et en même temps s'affronter. Je pense que ça marchait bien émotionnellement, même si encore une fois en termes de scène d'action, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé l'approche par rapport au personnage du coup de Michael B. Jordan, ces fameux jumeaux, parce que tu sais qu'ils ce sont des vétérans de guerre. Ça tu l'apprends assez vite. Ils sont devenus gangsters par nécessité
et par avarice aussi. Ils ont été traumatisés par leur père. Et c'est intéressant parce que ce traumatisme-là, il est héréditaire par rapport à beaucoup de personnages. Ils sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup traumatisés, beaucoup chagrinés par un décès. Et en même temps, ça les lie à leurs racines. Ce qui leur font vraiment souffrir, c'est les racines de leur peuple et de leur famille et des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ils sont en danger par rapport aux mafieux, comme on l'a dit. Mais en même temps, tu vois, toute leur vie est locale. Que ce soit leur copine, que ce soit la mère de leurs enfants, que ce soit plein de choses comme ça. C'est local ce qu'ils vivent. Et ils sont encore une fois enracinés ici. Et je trouve ça assez intéressant, assez fort. Et en plus, tu as plein de petits moments de lien entre les deux, entre les clopes, les câlins. D'ailleurs, ce moment à la fin où ils se font un dernier câlin en mode flashback, je trouve que là, en termes d'émotion, ça marchait. Pas tous les flashbacks, hein, genre quand un flashback de lui qui est devant la tombe de son bébé, bon, c'est un peu moins fort, mais quand ils se font des câlins à la fin, je trouve que le flashback est plutôt bien. Surtout le flashback final, vous savez, où on montre différents personnages pour nous rappeler de ce qu'ils viennent de perdre. Ils sont décédés, alors qu'en théorie, ils sont encore en vie, plus ou moins en tant que vampires, mais ils sont réellement décédés. Leur âme est décédée, j'en parle encore une fois après. Et j'aime bien comment ils utilisent les codes couleurs pour les représenter. Et j'aime bien comment ils veulent s'émanciper aussi de leurs racines, mais tout les mène à leurs racines là et veulent rester là pour sauver les gens, faire du business ici. Il y a un côté voilà très égocentré de une. En même temps, ils sont coincés, traumatisés par leurs racines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent changer leur monde, mais pas forcément en bien. Voilà, ils ont pris des mauvaises inspirations de Chicago avec Al Capone, mais en tout cas, à la fin, avec le Ku Klux Klan, est évidemment très satisfaisante. Ça donne vraiment cette catharsis par rapport à ce qui se passe, par rapport au personnage, et ça montre vraiment le symbole du film aussi par rapport au racisme. Et je trouve que la scène où il arrive au paradis est vraiment jolie. Il voit sa femme, il voit en tant que femme en plus en train d'allaiter, et en même temps, lui qui tient son bébé et accepte de partir. Le paradis sur Terre, il le voit ici. Paradis sur Terre étant un terme important, on en parle maintenant. Pour moi, la grande force de l'œuvre, c'est pas que les vampires d'un point de vue narratif, leur pouvoir, leur mythologie, mais c'est ce qu'ils représentent. Au début, tu dis, ok, les vampires infectent que des blancs. Tu dis, ok, ça sera du coup la thématique. Les vampires représentent le racisme qui contamine les gens, et surtout les blancs, parce qu'il y avait le lien avec le Ku Klux Klan qui a été fait. Vous voyez, ceux qui contaminent au début, c'est des gens du clan. C'est une allégorie pour ça. C'est une allégorie pour le racisme qui contamine et tue les personnes noires. Et ça va un peu au-delà. C'est-à-dire que ce racisme-là, il va commencer à contaminer les autres. Il va commencer à contaminer les autres immigrés, que ce soit les personnes chinoises, que ce soit les noirs qui sont venus ici suite à la traite des esclaves et toutes ces choses-là. Donc la thématique évolue un petit peu. Et ce qui est fort d'après moi, et voilà, la chose principale dans la thématique, c'est que ces vampires-là sont du coup une ruche. Ils partagent les émotions, les pensées, ils héritent de leurs souvenirs. Et du coup, c'est ça, au fait, l'histoire, c'est que les vampires sont un symbole pour l'héritage culturel, les traumas qui sont héredités, et ça montre que leur culture à eux n'est pas vraie. En fait, ils volent la culture des autres et ils l'assimilent à leur ruche à eux. Et ce qui se passe, c'est que même si eux sont éternels, en réalité, ils purifient la culture et ne se mélangent pas réellement. Parce que du coup, ça crée une société de leur côté sans émotion, d'uniformisation des cultures. On voit qu'ils sont irlandais, on voit qu'ils sont religieux, on voit qu'ils aiment le blues. Du coup, ils vont clairement tout mélanger, faire une sorte de patchwork qui va complètement effacer toutes les cultures en soi. C'est ça qui est, je trouve, assez intéressant, c'est que tu dis, ok, en vrai, sur le papier, c'est bénef, tu vois, c'est des gens qui sont sympas, ils sont tentants pour le coup, c'est ça leur force, mais en vrai, ils acceptent les cultures des autres, ils partagent tous une culture commune et tout, mais tout ça, de toutes ces excuses-là de se dire, ok, on va tous être heureux ensemble, suffit de nous rejoindre, c'est une excuse. C'est une excuse pour éradiquer les gens. Au lieu d'attirer les gens par la violence, par la méchanceté, par ces choses-là, ils attirent les gens par la bonté. Ils attirent les gens par la communauté. Ils attirent les gens par une chose qui est fondamentalement positive. Le fait d'être en communauté, le fait d'avoir un monde social autour de soi, le fait de pouvoir partager sa culture, de s'exprimer, de partager le savoir des autres, l'héritage. Mais au fait, c'est une excuse pour éradiquer les autres et tout simplement être la seule race qui existe dans ce monde. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est le côté impersonnel au final de ces vampires-là, qui n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de culture de vampire. Ils parasitent et volent la culture des autres. Et encore une fois, ce qui est fort, c'est que le diable n'attire pas par la violence et la méchanceté. Le diable attire par l'amour, attire par les choses positives. Et je trouve que c'est l'une des meilleures interprétations, on va dire, religieuses du diable, c'est qu'en vrai, mis à part leur esthétique horrible et tout, ils ont l'air d'être chill, entre guillemets, j'exagère quand je dis ça, mais ils ont l'air d'être bons fatalement, parce que quand tu les rejoins, t'as perdu ton individualité, mais peut-être c'est bien. Et c'est ça, leur excuse et leur force, c'est qu'ils effacent l'individualisme des gens, ils effacent la culture, ils effacent l'héritage en étant tentants. Je pense qu'à certains moments dans ce film, on se disait tous, peut-être être vampire, c'est pas si mauvais que ça. Mais au final, c'est une excuse pour éliminer ceux qui sont différents
2. Et au début, tu dis, ok, c'est un film sur le racisme, donc peut-être blanc versus noir, mais au final, ça devient un truc différent. Tu dis, ok, c'est peut-être immigré versus locaux. Non, au final, tout ça, c'est une excuse pour faire vampire contre humain. C'est un délire de suprémaciste, au final. C'est un délire où les vampires utilisent toutes leurs techniques possibles, émotionnelles, de manipulation, de culture, qui ont l'air positives, pour éradiquer les autres. Et du coup, pour créer un paradis sur Terre. C'est eux qui le disent, hein. Ils sont religieux, ces vampires-là. Ils ont toutes les religions, ils parlent toutes les langues, ils ont toutes les cultures. Mais du coup, ils veulent créer un paradis sur Terre. Donc ça, c'est une thématique biblique très forte. Et en même temps, ça se montre par ce baptême. Je veux dire, le personnage de Samy est baptisé par les vampires parce qu'il va rejoindre leur communauté, leur secte, et il est baptisé par ces gens-là. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu as l'impression que du coup tu deviens un vampire lorsque tu as péché. C'est une punition de tes péchés. Mais en réalité, l'approche du film est un peu différente dans le sens où, si on prend l'exemple de la musique est considérée comme la vérité. Ils le disent, hein, la musique c'est la vérité. C'est comme ça qu'on communique, c'est le vrai son, c'est la vérité, c'est le terme qui est utilisé. Et ce qui est fort, c'est que du coup la musique rapproche les gens entre eux, mais attire le diable aussi. Et c'est pour ça que le choix il est intéressant à la fin, c'est que tu dis ok, on lui dit d'abandonner la musique, genre le père religieux, pasteur le dit abandonne la musique, c'est la musique du diable, mais il refuse. Parce que en fait, c'est pas si simple que ça, c'est un compromis qui doit être fait. Tu peux créer des communautés, être heureux, parler la vérité via la musique, et en même temps la garder, même si elle attire le péché, même si elle attire le diable, même si elle attire la maladie, entre guillemets, même si elle attire les vampires. C'est ça qui est fort, c'est que ces chamans-là, presque ces prophètes qu'on a vus à travers les âges, ils attirent la méchanceté, la cruauté, mais fondent aussi une communauté. Et du coup, bah, ça parle des dérives des communautés, ça parle des dérives des gens, de leurs problèmes. Et du coup, la religion est vue d'un point de vue, je trouve, vraiment pas forcément complexe, mais peu manichéen. Ok, t'aurais pu abandonner tout pour te donner à la religion, que sur la religion, là, c'est que, voilà, christianisme, parce que c'est le film, ou les vampires, par exemple, qui sont une sorte de secte, religion, mais en même temps, tu peux être plus ou moins libre et dire, tu peux faire les deux, sans forcément tomber dans ces extrêmes-là, religieux, sectaires, et tout en vivant de ton amour de la musique et la vérité et la propagation de cette culture. Et en même temps, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'à la fin, bah, j'ai pas d'image, mais tu vois qu'il n'a pas abandonné la musique. Tu vois que jusqu'à son plus vieil âge, il est encore en train de faire de la musique. On en parle dans quelques secondes, mais aussi dans la scène post-générique, tout à la fin, il fait de la musique. Il joue de la musique parce que c'est son devoir, t'as l'impression. Il a presque été choisi de Dieu pour propager la musique et c'est ça qui le rend heureux. Et t'as l'impression que c'est l'un des seuls qui pêche le moins. Mais au fait, il trompe aussi avec quelqu'un. Bref, c'est un peu particulier, mais ça qui est fort, c'est que c'est peu manichéen et tu ressens des choses différentes et complexes par rapport à ces personnages-là et ces différentes émotions. Et il y a une thématique aussi que moi j'aime bien. Là, peut-être c'est un peu de la suranalyse, mais en gros, vu qu'on parle de culture et on parle de cinéma, t'as l'impression que les vampires sont un peu, vous savez, les gros blockbusters méchants. T'as l'impression que les vampires veulent effacer toutes les autres formes de culture cinématographique et artistique. On va avoir que des films comme ça. On va avoir un truc uniforme, je sais pas, blockbuster ou autre, ça peut être n'importe quelle chose, mais on va dominer le paysage culturel. Et ça, c'est Ryan Coogler qui se dit, ok, peut-être il faut plus de films différents qui parlent de différentes choses plutôt qu'un seul truc uniforme, même si ça fait genre de représenter les cultures et ces choses-là. Donc je pense que c'est intéressant la manière dont les vampires veulent effacer les autres avec toutes les excuses possibles et ça marche de plein de thématiques sur le racisme, que ce soit l'immigration, les communautés, la culture, l'héritage et en même temps l'art de manière générale. Et c'est pour ça que l'héritage est important, on le voit, cette transmission de traumatisme, de trauma, de tradition est cruciale. Et justement, Samy, à la fin, il continue de jouer. Il joue le blues et il y a cette petite phrase qui est dite à un moment sur le fait que lui a tenté une phase un peu guitare électrique, des choses comme ça qui a moins marché, qui a moins plu aux gens et tu vois qu'en fait pour plaire entre guillemets parce que les gens c'était des vampires, il faut rester honnête, sincère par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à sa culture, sa tradition et c'est assez intéressant mais tu vois qu'il a essayé d'autres trucs, tu vois qu'il a essayé de s'adapter comme les vampires et ça qui est fort c'est que les vampires eux s'adaptent au monde. On le voit à la fin, ils sont en mode années 90, habillés comme ça. Et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est que ces vampires-là, tu sens qu'ils ont une âme, une identité au fond d'eux. Donc c'est pas si simple que ça de se dire ok c'est uniforme, c'est fini, c'est tous des créatures qui s'adaptent au temps et des choses comme ça pour vivre éternellement. Au fait il y a encore une âme, une identité au cœur d'eux parce que sinon ils n'auraient jamais fait ce deal entre les deux jumeaux. Ils auraient jamais autorisé, entre guillemets, dans la ruche des vampires, une sorte de contrat comme ça. Non, il y a encore une sorte d'humanité en eux. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, c'est pas juste des drones au final. C'est ça le twist, on va dire, entre guillemets, à la fin. Donc j'ai trouvé ça vraiment réussi. Peut-être j'ai fait un peu de suranalyse, mais c'est comme ça que j'ai vu le film.
Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme des TikTok, des Reels ou encore des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.